c'est vrai que nous nous y sommes farouchement opposés. Nous avons connu beaucoup de pertes en vies humaines. On a connu beaucoup de pertes en vies humaines. Mais la réponse qu'on me donnerait en droit, c'est qu'il y a eu un référendum et que le peuple congolais l'a voté. Alors je ferai quoi? Je vais dire je n'accepte pas cette constitution et je me baserai sur quoi? Non. Au contraire, il faut se baser sur cette constitution. Parce que ceux qui se sont battus pour imposer cette constitution, pour instrumentaliser les populations, en particulier les sages, mais se rendre compte finalement que le problème, ce n'était pas celui du changement de constitution. Et il faut être clair avec les Congolais pour dire le problème du Congo, c'est celui de la conservation, coûte que coûte, du pouvoir. Et c'est la preuve que nous en avons. La preuve, je vous ai Donc dit. le Congo a une bonne constitution alors pour le coup. Le Congo a une bonne constitution. Oui. On aurait pu dire, on peut dire qu'elle est bonne ou mauvaise, mais le drame du Congo est le suivant. Les gouvernants congolais ne respectent pas cette constitution. Bonsoir à tous. Nous poursuivons notre série d'entretiens consacrée à l'opposition congolaise à quelques semaines de la présidentielle. Quel est le regard de cette opposition face à cette échéance qui arrive? Et nous poursuivons en recevant M. Clément Mirassa, qui est le président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Pour vous interroger, je suis en compagnie de Maître Ben Luther Touré. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Carlyle. Bonsoir, Président. Bonsoir, Maître. Et Jemima. Bonsoir, Jemima. Bonsoir, Carlyle. Bonsoir, Président. Et on débute avec... Bonsoir. On débute avec la politique. Président, comment se porte votre famille politique? Je ne sais pas de laquelle vous parlez, sinon présentement je préside le Rassemblement des forces du changement. Oui, mais d'abord le PSDC, et après on parlera du Rassemblement des forces du changement. Oh, le PSDC se porte bien. Se porte bien. Et au niveau du Rassemblement des forces du changement, quel bilan faites-vous aujourd'hui de sa création, alors qu'on approche de la présidentielle et que certains ont déjà fait défection? Pour faire défection, non. Je crois que nous avons notre convention le 14 septembre. C'est vrai que ça a été long, mais finalement aujourd'hui, il se porte bien et nous sommes en train de nous battre pour que nous avançons correctement. Donc vous maintenez votre position, vous ne participerez pas à l'élection présidentielle de 2026? Nous avons dit que si les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente ne sont pas réunies, nous ne participerons pas, mais enfin, nous allons prendre nos décisions dans les prochains jours. Vous savez que la date de clôture des dépôts des dossiers, c'est le 12 février. Donc, dans quelques jours, je crois que nous donnerons notre position de façon claire. Alors, au moment où on enregistre cette émission, je pense que le président devrait annoncer dans les prochaines heures sa candidature. Quel regard portez-vous encore sur cette nouvelle participation du président Denis Sassou Nguesso? Je suis très critique à cet endroit pour plusieurs raisons. D'abord, les Congolais ont maintenant la preuve que c'est une candidature du refus de l'alternance démocratique. Ils ont maintenant la preuve que le changement de constitution qui a eu lieu en 2015 n'avait rien d'autre pour objectif que le maintien coûte que coûte de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et je terminerai en vous disant qu'il va déclarer sa candidature au moment où son parti, qui est au pouvoir, le Parti congolais du travail, n'est pas en conformité avec la loi. Lui-même, il n'est pas en conformité avec la loi. Et pour être très bref avec vous sur ce point, il n'a pas respecté le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. Donc sur ces éléments, je pense que c'est une élection hors la loi, soutenue par un parti au pouvoir hors la loi et soutenu par un candidat qui n'est pas en conformité avec la loi. Maître Ben Luther. Déjà, merci Président de vous prêter à cet exercice de questions-réponses sur en ce qui concerne l'opposition. Vous
vous nous dites que vous coordonnez le rassemblement des forces du changement. J'ai une première question. Que voulez-vous changer réellement au Congo? Le Congo va mal, très mal. Et d'après les analyses que nous faisons, il y a beaucoup de problèmes. Et l'un des problèmes importants, c'est celui de la mauvaise gouvernance. Et pour être droit, puisque je suis sûr que vous allez me poser la question, après 40 ans de pouvoir, le bilan du président Sassou, au-delà du bruit qui est fait, est fortement négatif et les Congolais s'en sont véritablement rendus compte. Merci, Président, de votre réponse. Vous pointez du doigt la longévité du président Sassou au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que cette longévité aussi est quelque part facilitée par la faiblesse de l'opposition que vous incarnez? Est-ce que vous, l'opposition, vous avez aussi une responsabilité dans ce qui se passe, une responsabilité vis-à-vis du peuple congolais? Est-ce que vous allez encore demander pardon au peuple congolais, comme vous l'avez fait dans... Non. On a demandé pardon. On a demandé pardon pour des raisons qui sont évidentes. Le pays va mal, très mal. On ne peut pas se dérober de ses responsabilités. Maintenant, pour ce qui est de l'opposition, il faut reconnaître. Prenons l'exemple de ce qui se passe à travers le monde. Si vous prenez par exemple aux États-Unis, on sait qu'un président est élu pour un mandat de 4 ans, il est rééligible une fois. Et c'est vrai également dans beaucoup d'autres pays. Mais au Congo, on a vécu une situation où le pouvoir veut, coûte que coûte, se maintenir au pouvoir. Et vous savez bien que le président Sassou est revenu au pouvoir par les armes, avec un coup d'État qui a donné pratiquement une perte en vie humaine de pratiquement 400 000 personnes, d'après un certain nombre d'analystes. Donc, l'opposition, certes, elle est plurielle, elle est divisée, elle est limitée, mais l'un des problèmes fondamentaux, c'est le respect de la loi. Et à partir du moment où il y a un refus catégorique d'alternance, le président Sassou n'a fait 40 ans au pouvoir que parce qu'il y a le refus de l'alternance. C'est mis en termes de résultats, etc. Mais on aurait pu même vivre une alternance au sein même du Parti congolais du travail, mais ce qui n'est pas possible parce qu'il considère toujours qu'il est le plus expérimenté d'entre eux. Merci, Président. Président, vous avez été candidat en 92. Hein, vous me reprenez si si les choses que je dis ne sont pas cohérentes. En 92, puis en 2009, vous avez été candidat. Vous n'avez obtenu qu'un faible pourcentage de tout cela. Et votre parti, précisément le PSDC, voilà, le PSDC n'a pas d'élu, hein, tant au niveau, au niveau du Parlement qu'au niveau même local. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes légitime à parler au nom des Congolais? Oui, nous sommes légitimes à parler au nom des Congolais, de parler des deux élections. Celle de 92, évidemment, j'en ai un souvenir mémorable, parce qu'elle a permis que des hommes politiques de grande trempe puissent s'affronter. Il y avait à cette élection Pascal Lissouba, il y avait à cette élection Bernard Kolela, il y avait Jean-Pierre Tissé Chikaya, il y avait André Milongo, il y avait David Charles Ganao, il y avait Joachim Pango, il y avait le président Denis Sassou Nguesso. En fait, en 92, on a véritablement vécu une élection extrêmement forte. Et je considère que c'est la seule élection libre, démocratique et transparente qui s'est déroulée dans ce pays. Vous avez dit que que j'ai eu un score très faible. Oui, à l'époque, parce que nous nous battions, je continue à me battre pour le changement. Et je vous rappelle, si vous avez des souvenirs sur cette situation, le président Sassou était sorti 3e. Et il n'avait pas pu accéder au 2e tour. Mais maintenant, quand il fait les élections, il approche pratiquement les 70, les 80, probablement les 90%. Peut-être qu'un jour, on dépassera les 100%. Mais en 2009, nous sommes dans la situation où le pouvoir refusait déjà d'organiser clairement des élections démocratiques, crédibles et transparentes. Nous étions un certain nombre de l'opposition. Il est 12 heures. À être candidats. Bon, c'est vrai que les scores n'ont pas été élevés, mais
pour des raisons, entre autres, qu'il y avait cette affaire de l'organisation des élections. Et nous ne nous décourageons pas. Et nous pensons que nous avons un combat à mener, nous continuons à le mener. Et d'autant que maintenant, nous sommes convaincus que le président Sassou a conduit le pays à la ruine et à la catastrophe. Président, vous, certainement, vous dirigez, vous êtes dirigeant d'un parti politique, vous dirigez une plateforme l'une des plateformes de l'opposition. J'ai une question à vous poser. Quel est votre programme politique? Qu'est-ce que vous... oui. Allez-y, Président. Le programme politique, on peut en discuter. Mais nous avons fait en 2012, deux ans après l'accession de notre pays à l'initiative du pays pauvre très endetté, qui a résolu un problème fondamental qui était celui de la réduction significative de la dette, qui constitue un handicap très sérieux. Nous avons, avec un certain nombre de compatriotes et d'acteurs politiques, écrit au président de la République, adressé une lettre au président de la République pour lui demander les états généraux de la nation. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà des grands défis que nous avons des grands défis au plan politique, nous avons les problèmes de la réconciliation nationale, nous avons les problèmes de la restauration de l'autorité de l'État, nous avons les problèmes en fait de la restauration de la démocratie, parce que vous savez que nous avons accédé à la démocratie pratiquement à la faveur de la conférence nationale souveraine, et nous constatons que depuis plutôt 97, cette démocratie, le processus a été arrêté. Donc nous nous battons pour ça. Maintenant, vous avez d'autres secteurs extrêmement importants, notamment le combat pour l'indépendance de la justice, parce qu'il faut y introduire des réformes structurelles, fondamentales, d'un certain nombre de choses. J'ai déjà parlé de la réconciliation nationale, vous avez par exemple un problème sur lequel il faut revenir, c'est revenir à la restauration de l'alternance démocratique à travers la mise en place d'une constitution, d'une loi fondamentale qui puisse répondre à ça. Maintenant, pour les autres aspects, vous connaissez les défis du Congo. Le bilan, il est connu. Aujourd'hui, vous avez une situation pratiquement de cessation des paiements, avec une dette qui est fortement élevée. Donc, vous avez au plan financier le problème de l'assainissement des finances publiques, le problème de la recherche des équilibres macroéconomiques. Et assez souvent, on parle de rechercher une croissance qui serait aux environs de 7-8%, mais nous sommes très loin de ça, puisque les gouvernants eux-mêmes reconnaissent que 2020, nous étions dans une crise assez sévère et que cette année, ils sont heureux qu'on soit à 3,6%, mais on est très, très, très en deçà de ça. Vous avez un problème fondamental qui est celui de la forte dépendance de l'économie vis-à-vis du pétrole. Vous avez, et ça, c'est l'échec frappant en ce qui concerne la diversification économique, parce que déjà, dans les années 80, je tiens à vous donner l'information, on a mis en place un plan quinquennal qui avait pour principal objectif pratiquement la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole, on a entendu la diversification de l'économie. 40 ans après, le président Sassou n'a pas pu répondre à ça. Maintenant, vous avez, au niveau justement de l'assainissement des finances publiques, vous avez ce problème qui nous embête, sérieusement, qui est celui de la dette, alors que la conférence nationale avait dégagé des directives et des orientations très claires lorsqu'on a pu bénéficier de cette réduction grâce à la communauté financière internationale. On est retombé dans les travers et aujourd'hui, je crois, entre-temps, on parlait d'un taux par rapport au PIB de la dette de près de 99-100%, mais je crois qu'avec les eurobonds, on a dépassé. Et ça veut dire que, en termes de programme, en termes de plan, nous devons renforcer la lutte contre la corruption. Et vous savez que la corruption est l'un des mots qui ne permet pas le développement réel. Et le Congo est classé parmi les pays les plus développés, corrompus du monde. J'allais dire développés, j'allais me tromper. Mais personne sur le terrain, personne ne se bat sur la corruption. Et pourtant, le programme qui est exécuté actuellement par l'équipe qui dirige, c'est ensemble poursuivant la marche, entendu, la marche vers le développement, mais vous n'irez pas au développement si
si vous ne réglez pas le problème de la lutte contre la corruption, etc., je crois que vous êtes en train de suivre avec la Norvège un peu les dénonciations qui apparaissent. Donc, c'est un problème, mais qui suppose également au niveau du programme le renforcement des organes de contrôle dans le cadre de l'assainissement des finances. Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres préoccupations. Nous devons régler le problème de l'éducation, la formation du capital humain. C'est un véritable problème. Nous avons un secteur important, la santé. Et vous voyez que nous sommes... Président, on va revenir sur ça dans les détails, dans la prochaine rubrique. Président, vous avez été ministre du Commerce. Vous avez été ministre du Commerce. Qu'avez-vous changé à la tête de ce département? J'ai été ministre du Commerce dans une période, je dois vous l'avouer, assez difficile. Est-ce que j'ai changé quelque chose? Je n'en sais rien, mais j'ai apporté ma contribution. J'ai été ministre du Commerce pendant la période de transition avec le Premier ministre André Milongo, et les gens ont souvent une très mauvaise interprétation parce que les missions principales du gouvernement de transition, c'était pratiquement de faire en sorte que nous réalisons la transition entre ce qui s'était, entre le monopartisme et les nouveaux changements qui s'étaient réalisés. Et notre principale mission, c'était de traduire en actes concrets les actes qui ont été pris par la conférence nationale. Malheureusement, les délais ont été très courts. Et quand, au moment où je suis ministre du Commerce, vous avez des situations difficiles au niveau des structures comme le FNACOM, comme Chapona. La mission principale du gouvernement de transition d'André Milongo, c'était d'assurer la transition et surtout de mettre en application les différents actes qui avaient été pris au cours de la conférence nationale. Et ils étaient nombreux, notamment les actes relatifs aux scandales économiques et financiers, etc. Des choses. Voilà. Bien, on va parler de... Vous avez une question? Juste une dernière question, Président. Certains vous taxent d'appartenir à une espèce d'opposition stérile qui ne propose rien, qui est toujours, qui est constamment dans la victimisation, etc. Que leur répondez-vous, premièrement? Puis deuxièmement, le gouvernement envisage une concertation politique dans le nord du pays avant les élections. Est-ce que vous y prendrez part? Le gouvernement ne propose rien, mais ça me fait rigoler. Vous savez bien que l'opposition ne propose rien, ça me fait rigoler. Vous savez bien quand vous prenez notre Constitution. Il y a par exemple les articles 227 et 228 de la Constitution qui ont institué un Conseil national du dialogue, organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche et de consensus entre toutes les forces vives de la nation. Et assez souvent, nous avons revendiqué, nous avons réclamé que nous allions à ce dialogue parce que ce dialogue est chargé d'examiner tous les grands problèmes politiques d'intérêt national. Et les grands problèmes politiques d'intérêt national, ils sont extrêmement nombreux. J'en profite pour faire le lien avec ce que vous dites. Vous dites qu'il y a une concertation qui est prévue à Djambala. Bon, d'abord, j'ai appris ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous y serons? Assez souvent, je ne suis pas invité à ces concertations. Mais déjà, le gouvernement est pris dans son propre piège. Parce que dans ces concertations, je vous prendrai un exemple. À la concertation des voix, il avait été recommandé au gouvernement d'élaborer pour chaque élection un timing précis des opérations préélectorales et électorales pour éviter la précipitation. Vous trouvez normal que ce soit à 60 jours de la tenue de l'élection ou à moins de 60 jours qu'on puisse convoquer une concertation en disant que ça ne remet pas en cause les processus, etc. Alors que tout le monde sait que toutes les recommandations qui ont été prises au cours de ces concertations n'ont jamais été appliquées. Maintenant, quand vous parlez par exemple des propositions que l'opposition ne fait pas, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, l'État est pratiquement en cessation de paiement. On vit de la grogne sociale un peu partout. C'est-à-dire que la paix sociale est menacée. Mais nous faisons des propositions. Et je prends cet exemple parce qu'il est évident. On pourrait même dire qu'il est trivial. Ça consiste en quoi? Chaque année, nous proposons au gouvernement de réduire le train de vie de l'État.
Je crois que c'est une proposition forte au vu des problèmes que nous avons. Et nous proposons au gouvernement de mener une lutte âpre et farouche contre la corruption. Alors, quelles sont les propositions que... Mais nous n'avons de cesse de faire des propositions. Mais quand ce n'est pas suivi, et assez souvent, je tiens à vous rappeler, parce qu'avant d'être président du Rassemblement des forces du changement, j'étais président de la Fédération de l'opposition congolaise. Nous avons adressé une lettre ouverte au président de la République, où on lui a fait des propositions du type: le Congo avait besoin de décrispation politique. Il fallait donc libérer les prisonniers politiques, aller à un dialogue national inclusif, etc. Ce n'est pas des propositions. Et lorsque le gouvernement répond par le silence, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Et je crois que vous avez suivi les débats sur les terres, notamment dans la relation entre le Congo et le Rwanda. Nous nous sommes levés pour dire qu'il fallait que ces accords soient annulés. Parce que nous en avions une analyse. Et nous avons souhaité que le gouvernement arrête ces accords parce que les terres congolaises ne devaient pas servir à procurer des ressources financières au Rwanda pour continuer les massacres à l'est de la République démocratique du Congo, etc. Et que nous ne voulions pas être un peu, je ne dirais pas complice, mais un peu partie prenante dans cette guerre qui oppose depuis de nombreuses années le Rwanda à la République démocratique du Congo. Donc, en termes de proposition, je crois que ce serait faire preuve de mauvaise foi que de dire que l'opposition ne fait pas de proposition. Nous en faisons malheureusement. Et puis, il y a une sur laquelle je vais revenir, le respect de la loi. Déclarer le patrimoine. Les lois existent, pourquoi ce n'est pas déclaré? Alors qu'on a reconnu que c'était non pas seulement un devoir de transparence, mais que c'était également une preuve de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Donc, de ce point de vue, nous n'avons aucun problème. Nous faisons des propositions et généralement, les gouvernements, ils n'en tiennent pas du tout. Ils estiment qu'ils ont été élus, qu'ils aussi gèrent le pouvoir et ils font ce qu'ils font malheureusement. Ça a entraîné le pays dans le chaos et dans la catastrophe. Bon, on va essayer d'aller plus en profondeur, en tout cas sur les propositions. C'est le but aussi de cette émission, pour permettre aux Congolais et aux Congolaises de savoir ce que vous pensez vraiment des réalités du pays. Donc on passe à la rubrique Société. Jemima, vous avez des questions pour M. Mirassa? Tout à fait, M. Mirassa, bonjour. Alors, vous avez qualifié la dépendance de l'économie congolaise au pétrole d'un échec frappant. Alors, à ce jour, quelle stratégie économique proposez-vous pour sortir le Congo de cette dépendance au pétrole? Bon, je crois qu'on a suffisamment eu des réflexions là-dessus. Parce que pendant qu'on parle de dépendance du pétrole, je vous apprends qu'aujourd'hui, le Congo importe entre 700 et 800 milliards de francs CFA en termes d'agriculture. Ce qui veut dire qu'en matière agricole, et c'était tout à fait normal, parce que dans les années 80, dans les années 60, etc., le développement agricole de ce pays était très avancé. Malheureusement, avec la venue de l'exploitation du pétrole, on a pratiquement pu avancer. Donc, nous avons, par exemple, au niveau de l'agriculture, cette politique qui doit permettre justement que l'on puisse renverser la tendance. Et cette tendance doit être renversée. Parce qu'on a fait un recensement général de la population tout récemment. Les résultats ont été publiés en 2023. Mais ce qui est frappant dans les résultats de ce recensement, c'est qu'il a fait apparaître que 58% de la population congolaise est concentrée entre les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Alors que nous avons besoin d'une forte main-d'œuvre à l'intérieur du pays, justement pour produire et aller à la recherche de ce que l'on appelle assez souvent la souveraineté nationale. Oui, la souveraineté alimentaire. Et je crois que c'est quelque chose qui peut avancer. Maintenant, il y a un autre créneau. Le Congo, par exemple, a vocation, d'après ce que nous avons hérité de la colonisation, c'est un pays de transit. Pourquoi nous n'en sommes pas? Dans quelle situation se trouve le CFCO maintenant? Bon, c'est vrai, on se vante d'avoir fait la route Pointe-Noire, Brazzaville pratiquement, mais jusqu'à Wissau. Mais le Congo avait une vocation de transit. Lorsqu'on parle, par exemple, de ce que les Congolais n'ont pas d'électricité,
Mais nous savons, et notre premier président s'était battu là-dessus, au niveau de la construction du barrage de Sounda. Et nous savons que du point de vue hydrographique, le Congo offre de très belles perspectives pour qu'au niveau même de l'électricité, nous soyons en mesure même d'en exporter, pas d'importer, comme on le fait assez souvent. Donc, si je prends cette maintenant, si je vois plein industriel, mais nous avons également une ouverture que nous devons avoir. Le Congo ne doit pas continuer à être un exportateur de matières premières. Le Congo doit avoir la possibilité de transformer sur place. Et ça permettrait, à notre avis, de résoudre un problème fondamental, qui est celui de la résorption du chômage des jeunes. Donc, en termes de créneaux, en termes de diversification de l'économie, les choix qui ont été faits, parce que je vous apprends qu'en 82-86, on a élaboré un programme, un plan quinquennal, qui avait pour principal objectif la mise en œuvre d'un puissant secteur hors pétrole. Mais quand on regarde les richesses de ce pays, quand on voit tous les atouts que nous avons au plan naturel, on est surpris qu'on n'ait pas fait des avancées. Et au contraire, nous avons reculé sur la plupart. Donc, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se faire et qui doivent se faire. Notamment quand on parle des infrastructures, puisqu'il semble que le pouvoir se vante assez souvent d'avoir réalisé de belles infrastructures, mais aujourd'hui, les Congolais considèrent qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas un certain nombre. Donc, il y a une capacité qui peut être mise en place. Et aujourd'hui, le défi, c'est la recherche des moyens financiers pour mettre en pratique la politique qui va permettre le développement industriel, le développement agricole et le développement des autres secteurs. Voilà ce que je peux dire à votre question. Mais votre bilan en ce qui concerne la gestion du pouvoir semble totalement néfaste, mais reconnaissez-vous tout de même quelques réussites du gouvernement, notamment en matière de baisse d'inflation, notamment en matière de baisse d'inflation? Baisse d'inflation, je n'en suis pas si sûr. Vous savez que nous faisons partie de la CEMAC et que l'un des indicateurs justement de la surveillance multilatérale, c'est que cette inflation soit inférieure ou égale à 3%. Mais vous savez bien également, avec la situation que nous connaissons, avec la baisse du pouvoir d'achat, avec le problème du panier de la ménagère, aujourd'hui on me dit qu'on est en train de tendre vers 3%, parce que ces derniers temps, l'inflation était supérieure à 3%. Et justement, les chiffres, excusez-moi, de la Banque mondiale nous indiquent qu'en 2025, il y a une baisse de 3,9% en matière d'inflation. De 3,9%, c'est-à-dire qu'on est à combien d'après vous en termes d'inflation? Allez-y. Parce qu'aux dernières nouvelles, d'après ce que j'ai vu, aux dernières nouvelles, on est en train de tendre vers 3%, mais on n'a pas encore atteint 3%. On dit que les efforts sont faits, mais quand vous voyez et la baisse du pouvoir d'achat et le panier de la ménagère, on se rend compte que de ce point de vue, il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans tous les cas, à partir du moment où notre panier de la ménagère défend fortement de l'extérieur, puisque je vous ai dit que nous avons entre 700 et 800 milliards d'importations de produits alimentaires chaque année. Et il faut reconnaître qu'aussi longtemps, on n'aura pas donné une impulsion au niveau de la production nationale, nous aurons énormément de problèmes. C'est vrai que le ministre Bobo semble avoir fait des avancées au niveau des arbres, etc., mais le résultat n'est pas encore là. Et nous sommes encore dans une situation qui préoccupe très, très sérieusement les Congolais. Et pour rester sur la question monétaire, excusez-moi, est-ce que finalement le Congo ne devrait pas songer à sortir de la zone franc CFA? Bon, c'est un débat qu'on peut avoir et qui peut faire couler beaucoup d'encre. Mais la gestion du président Sassou se caractérise par la mauvaise gouvernance. Et je vais vous prendre un indicateur que vous mettez, que les gens sont censés suivre. Quand vous prenez le ratio dette sur PIB, mais avant la conférence nationale, il était très préoccupant. Et l'une des orientations de notre conférence nationale, c'était d'agir pour faire en sorte que nous levons cet obstacle qui constituait un véritable obstacle au développement. Grâce, il faut reconnaître à la communauté financière internationale, parce qu'il faut que l'on dise franchement, le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont considéré pendant longtemps le Congo comme un pays pauvre très endetté. Mais en fait, c'est comme, je dirais, un cadeau qui a été fait au Congo. Parce que le Congo est très riche, mais il n'est pas pauvre.
Maintenant, une fois qu'en 2010, nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative de PPT, qui nous a permis la réduction significative de cette dette. Et je peux vous dire, sans vous tromper, qu'en 2010, la dette du Congo a été ramenée à 1565 milliards de francs CFA, près de 25% du produit intérieur brut. Mais curieusement, très rapidement, la tendance a repris. Et la préoccupation, justement, lorsqu'on pose le problème au niveau de cet indicateur, mais c'est que ça a cru fortement au moment où notre budget dégageait des excédents budgétaires. Et le débat aujourd'hui au Congo, c'est qu'en août 2006, le président Denis Sassou Nguesso a tenu un discours devant le Parlement réuni en congrès pour dire qu'à cause de la situation de la hausse des prix des produits pétroliers, mais nous connaissions une embellie et que notre budget dégageait des excédents. Et que ces excédents devaient être déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et qu'aucun franc ne sortirait de ce compte sans la moindre loi rectificative des finances et que chaque année, il y aurait un audit. Mais il n'y a jamais eu d'audit. Dites-moi pourquoi depuis 2006 et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'audit. Et les Congolais crient puisque nous sommes dans une situation de grave crise multidimensionnelle. Où sont passés les 14, il y a des analystes qui estiment cette somme à 14 000 milliards de francs CFA, ce qui représente à peu près de 3-4 fois le budget du Congo à l'heure actuelle, puisque le budget à l'heure actuelle, il est pratiquement de 2550 milliards. Donc nous avons de réels problèmes de gouvernance. Et c'est l'un des points faibles de la gestion du président Sassou. C'est vraiment l'un des points faibles. Et on n'a pas compris. D'abord, il faut le relever. Lorsqu'on a adopté cette politique et cette attitude au niveau de la gestion des finances publiques, mais nous étions indisciplinés. Parce que nous faisons partie de la CEMAC. Et dans le cadre de la CEMAC, le ratio dette sur le PIB doit être inférieur ou égal à 70%. Et je vous ai dit tantôt qu'il est autour de 80, parfois 95, 99. Mais avec les euros, ça a dû dépasser les 100%. Donc nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Maintenant, et c'est là que je vais conclure, la difficulté, c'est que nous sommes très endettés, nous sommes un pays fortement corrompu, nous connaissons de graves scandales, de gros scandales économiques et financiers, mais les responsables de ces gros scandales économiques et financiers qui ont plongé le pays dans la crise ne sont nullement inquiétés. Et le gouvernement n'a aucune politique pour essayer de lutter farouchement contre la corruption, pour essayer de récupérer l'argent qui a été dilapidé et redonner un coup de fouet à notre économie, sinon à notre politique pour que nous avancions. Donc la situation, elle est véritablement celle-là. Donc, quand vous prenez au plan macroéconomique un certain nombre d'indicateurs, on vous dira qu'en 2006, la croissance économique est de 3,6%. Elle profite à qui la croissance économique? À une petite minorité. Et justement, vous faites bien de dire ça, parce que vous parliez du pouvoir d'achat des Congolais. Et alors, je voulais parler avec vous de cette croissance en 2025, parce qu'elle n'a pas été visible en vue de la croissance démographique. Alors vous, quelle proposition faites-vous pour pallier à cela? Lorsqu'il y a une croissance, elle n'est pas perçue en vue de cette croissance démographique. Donc, comment ajustez-vous cela? Qu'est-ce que vous pourrez proposer? Non, moi, ce que je pense en termes de croissance, qui doit être liée à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait une meilleure justice. La meilleure justice, c'est laquelle? C'est au niveau de la mauvaise répartition des revenus. Il y a une très mauvaise répartition des revenus au Congo. Évidemment, ce que je vais dire choque un peu les gouvernants congolais parce qu'ils trouvent que c'est comme des secrets de polichinelle. Vous voyez, il y a un journaliste économiste congolais, Alphonse Ndougo, qui a fait une étude. Il a fait une étude et qui a fait apparaître qu'en termes de paiement ou de salaire des ministres, le ministre congolais gagne 10 millions de francs CFA. Le ministre ivoirien gagne 5 millions. Le ministre sénégalais gagne 3 millions. Donc, nous pensons que déjà, du point de vue de la répartition, il faut revoir fondamentalement cela. Ensuite, il y a au niveau des structures, notamment des institutions, y compris la présidence de la République. Mais il y a pléthore. On n'a pas besoin de 38 ministres.
il faut réduire significativement un nombre de ministres. Pourquoi? Mais parce que l'argent qui va y être dégagé va permettre que nous améliorons les conditions de l'école, les conditions de la santé, pour que chaque Congolais se sente vraiment touché par ce qu'on considère comme croissance économique. Lorsque vous êtes dans un pays où le Premier ministre gagnerait jusqu'au Congo, c'est comme des secrets de polichinelle, le Premier ministre gagnerait, dit-on, 25 millions. Mais le salaire minimum interprofessionnel garanti est de 70 400. Vous voyez ce que ça fait. Et nous sommes choqués lorsque nous voyons et nous faisons des comparaisons. Lorsqu'on compare, par exemple, la situation avec le président chinois, qui gagne à peine un peu plus d'1 million de francs. Lorsqu'on considère avec le Premier ministre indien, qui gagne un peu plus de 1 million, 3 millions 400 francs, etc. Et qu'on vient dans notre situation où un simple ministre gagne plus que le président français, ou un ministre d'État congolais gagne autant que le président Trump. Donc, nous pensons qu'il y a fondamentalement un certain nombre de points. Maintenant, le gros, pour améliorer les conditions de vie, sortir de la situation de grogne sociale que nous connaissons maintenant. Mais il faut s'attaquer à la corruption. Il faut renforcer le travail des organes de contrôle, leur donner les moyens pour que ça se règle. Mais aujourd'hui, madame, puisque vous avez posé la question, au-delà du scandale des 14 000 milliards que j'ai évoqué, vous avez le scandale des malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Ça n'a jamais été réglé. Vous avez des scandales, des détournements au niveau de la crèche. Donc, nous sommes dans une situation où on a des gouvernants qui veulent, soi-disant, aller au développement, mais qui favorisent ce qu'ils appellent eux-mêmes les anti-valeurs, et ce n'est pas normal. On ne peut pas chercher le développement et se baser sur le contraire du développement pour espérer avancer. Donc, en ce qui nous concerne, l'amélioration des vies des Congolais qui, aujourd'hui, devrait se traduire entre autres par les routes. Il faut que nous ayons des routes et on n'en a pas. Ça devrait se traduire par le bon fonctionnement des services sociaux, c'est-à-dire la santé. Et là, vous savez que nous, on subit une grande critique, puisque les dirigeants, les gouvernants, dès qu'ils ont le moindre malaise, ils prennent un avion pour aller se faire soigner en Europe. Ça veut dire quoi? Qu'ils reconnaissent. Alors, Monsieur Merassa, alors dans ce cas-là, j'aurais simplement une dernière question pour vous. Vous avez parlé de la santé, vous avez parlé également de la corruption, combattre la corruption, donc renforcer la justice. Alors, la question, c'est quelles réformes prioritaires faudrait-il, selon vous, engager? Aurez-vous, par exemple, 3 réformes prioritaires à réengager, selon vous? Bon, moi je pense que votre question est pertinente, mais les défis sont tellement nombreux qu'on ne sait pas par quel vous commencer. Mais moi je vous donnerai la réponse suivante. Vous parliez de la justice, alors peut-être commencerez par là. Non, la justice est fondamentale, mais aujourd'hui, il faut mettre un accent particulier sur les défis au niveau financier, c'est-à-dire qu'il faut que nous agissions au niveau de l'augmentation des recettes pour permettre que ce que nous vivons déjà en termes de grogne, je vous ai dit, les retraités ont 50 mois d'arriérés de pension, les travailleurs de la municipalité de Dolisie ont 97 mois d'arriérés de salaire, etc. Donc nous avons un besoin urgent et nous le sentons parce que vous voyez que tout dernièrement les gouvernants sont allés rechercher un euro. Bon, ils ont dit autour de 10%, mais en réalité, quand on suit certaines analyses, c'est autour de 13%. Le Congo ne peut pas se permettre ça. Le Congo ne peut pas se permettre ça. Et au plan financier, il faut que nous agissons très rapidement au lieu de faire la pression sur les entreprises, sur les ménages, les citoyens. Il faut aller pour régler les problèmes en restaurant l'autorité de l'État, en respectant. Il y a déjà une réforme dans ce cas qui a même été reprécisée lors du dernier sommet de la CEMAC. C'est aller vers le compte unique du Trésor, parce que vous savez que là aussi, il y avait tout une... Donc voilà. Maintenant, au niveau de la justice, nous avons également une préoccupation qui est extrêmement urgente. Et il faut qu'il y ait au niveau de la justice des réformes. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne sentent pas véritablement l'indépendance de la justice. Et si la justice était indépendante, il y a un certain nombre de choses qui auraient été réglées. Maintenant, nous ne disons pas que si on veut mettre un accent particulier pour l'augmentation des recettes, mais c'est pour que nous pensons à l'avenir des enfants.
notamment l'école, notamment la santé. Donc, si vous me parlez de toi, voilà un peu à quel niveau, à mon avis. Maintenant, évidemment, on dira, puisque les défis sont tellement nombreux, les propriétaires des véhicules, les piétons, il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci. Mais je crois qu'on pourrait mettre l'accent particulier sur ces aspects qui, à mon avis, contribueront à... Et il faut faire en sorte que la qualité de l'enseignement, en prenant un aspect particulier, notamment une attention particulière à la relation entre la formation et l'emploi, puisse aller pour que nos enfants ne fuient pas l'école officielle. Parce que les enfants congolais ont maintenant tendance à faire le choix de l'école privée en estimant que généralement, au niveau de l'école officielle, etc., les choses ne sont. Donc voilà un peu, si je pouvais donner une réponse à votre question. Parlons de sécurité, de la sécurité des Congolais. Quel est votre regard sur l'opération de la DGSP contre les bébés noirs? Je ne veux pas y aller par quatre chemins. Je ne suis pas en âme. Les Congolais ont besoin de sécurité. Mais cette opération se passe en violation flagrante des lois et réglementaires. Et pour être court là-dessus, vous savez qu'au Congo, la peine de mort est abolie. La peine de mort est abolie et la Constitution a prévu un certain nombre d'articles qui permet ce qu'on a vécu avec des gens qui sont tués avec les bras ficelés derrière à bout portant dans la rue. Non, je crois. Il faut qu'on... Donc, il y a un problème de sécurité. Nous avons une force publique qui est composée de la gendarmerie, de la police, de l'armée. Et à travers ça, il semble une unité qu'on considère comme une unité d'élite, à savoir la DGSP, mais il faut qu'elle agisse en respectant les lois et règlements de la République. Je n'ai pas cru voir, peut-être que je ne suis pas bien informé, je ne suis pas juriste, je n'ai pas cru voir dans les textes que j'ai pu lire en matière de droit que l'on puisse venir comme ça, casser la maison d'un papa, lui dire que pendant 5 ans, vous n'avez pas le droit de reconstruire là-dessus, que pendant 5 ans, vous n'avez pas le droit de vendre, etc. Je ne sais pas si dans quelle loi, moi je ne connais pas, et moi je condamne ce genre de choses. Mais nous avons besoin de sécurité, parce qu'effectivement, le phénomène bébé noir, le phénomène Koulouna, avec les attaques des citoyens, il faut y mettre fin, mais il faut y mettre fin dans le cadre du respect des lois et règlements de la République. Je vous rappelle que l'article 205 de notre Constitution dit que la force publique est apolitique, mais elle doit agir conformément aux lois et règlements de la République. Et sur les derniers événements dans le pool, votre réaction sur les événements qui ont eu lieu dans le pool récemment, excusez-moi. Bon, les derniers événements du pool m'ont prouvé ceci. Vous savez que le pool connaît des événements depuis de nombreuses années. Mais je parle surtout des dernières séquences. Quand je parle des dernières séquences, je parle de ce qui a commencé le 4 avril 2016, à l'issue de l'élection pour laquelle Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombisa sont en prison. Donc, le 4 avril 2016, les quartiers sud de Brazzaville ont subi une attaque. Cette attaque a été attribuée à des terroristes. Et les gouverneurs estimaient à l'époque, que ce soit le Premier ministre Clément Mwamba, que ce soit le porte-parole du gouvernement Thierry Lézin-Mbala, que c'était des terroristes avec lesquels on ne peut pas négocier. Cette situation s'est prolongée dans le temps, avec un bilan fortement négatif en termes de perte de vies humaines, en termes de villages érasés, en termes d'exécution sommaire, en termes de déplacement des populations, etc. Et nous avons crié pour dire qu'il fallait en faire un problème national et essayer de trouver une solution au plan national. Les gouvernants ont estimé qu'ils avaient un accord à signer. Cet accord a été signé par 2 collaborateurs, un collaborateur du ministre de l'Intérieur et puis un collaborateur du révérend pasteur Toulou. Mais nous avons vu, maintenant le 11 janvier dernier, qu'est-ce qu'on a découvert? Mais on a découvert qu'il y a eu affrontement entre la force publique représentée par la DGSP et des éléments armés, soi-disant Ninja Siloulou du révérend pasteur Toulou. Question. Est-ce que cet accord a prévu que le révérend pasteur Toulou puisse avoir des hommes armés autour de lui, qui ne sont pas de la force publique? J'ai vu cet accord, ce n'est pas prévu. Donc nous avons déjà là un problème. Est-ce que le gouvernement peut signer un accord
où ils autorisent, sinon ils assistent comme ça à l'existence des hommes armés dans un département, ce qui pose véritablement le problème de la restauration de l'État. Il n'y en a pas. Et vous avez donc aujourd'hui le constat que je fais. Vous voyez que ça me gêne un peu, parce que le pasteur Toumi semble-t-il qu'il sera candidat. A-t-il une milice, oui ou non? S'il a une milice, elle est autorisée par qui? Et si je me réfère à l'article 207 de la Constitution, l'article 207 de la Constitution dit clairement que la création d'une milice est un crime puni par la loi. On fait comment? Et lorsqu'on regarde de l'autre côté, le ministre de l'Intérieur a reconnu le CNL, le parti du pasteur Toumi, comme étant conforme à la loi, etc. Donc, on est dans un enjeu, mais ce que je veux dire pour terminer sur cette question, moi je considère que l'accord qui a été signé le 23 décembre 2017 a trouvé ses limites. Et qu'il n'y a pas la paix, même si de façon générale, nous plaignons des problèmes de sécurité, de paix et autres, mais dans le pouls, depuis de nombreuses années, il n'y a pas la paix. Et il faut ramener la paix dans ces départements. Et moi, je considère qu'il faut sortir du cadre de l'accord qui a été signé en 2017 pour aller vers un cadre national qui est bien prévu, selon moi, dans notre Constitution. Il suffit de se référer aux articles 227 et 228 de la Constitution qui nous ont dit clairement qu'il a été institué un Conseil national de dialogue, organe de réconciliation, je dis bien, organe de réconciliation, organe d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Alors, parce que dans le contexte, ça fait peser quoi? Mais d'après, dans l'opinion, des gens soupçonnent qu'il y a un deal entre le pouvoir et le révérend pasteur Toumi. Et si c'est un deal qui fait souffrir les Congolais, il faut qu'on passe au-dessus de ce deal et que les problèmes soient fondamentalement et radicalement résolus. Voilà ce que je peux vous dire. Président, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit à propos de l'accord avec le pasteur Toumi. J'ai peut-être deux petites questions à vous poser. Premièrement, est-ce que vous n'y voyez pas, en signant cet accord avec le pasteur Toumi, vous n'y voyez pas là une démarche de la part du gouvernement de vouloir privilégier la paix? C'est la première question. Deuxième question, quand on se réfère aux déclarations, par exemple, du pasteur Toumi en 2018, lorsqu'il avait déclaré avoir déposé les armes, et qu'aujourd'hui, l'on constate encore que il est encore entouré, tout autour de lui, des hommes armés. Est-ce que, de là, vous pensez que la faute, elle émane plutôt du gouvernement ou du pasteur Toumi qui, là, pour le coup, ne respecte pas l'accord qui avait été signé par le gouvernement? Et si on se réfère donc aux derniers événements du 11 janvier, on voit que c'est plutôt là une patrouille en fait de l'armée régulière qui a été attaquée par des hommes armés, vous l'avez dit, qui sont peut-être les ninjas ou les Tchiloulous, qui ont attaqué une patrouille armée. Dans ce contexte, et c'est la question qui vous a été posée, dans ce contexte, que vouliez-vous que l'armée fasse à ce moment-là? Ça fait à peu près 3 petites questions. Non, je vous comprends. D'abord, il faut avoir une pensée particulière pour les victimes de ce qui s'est passé le 11 janvier 2026. Et il faut le regretter. Maintenant, il faut se conformer à la loi. Je crois que les gouvernants, ils sont censés suivre scrupuleusement les lois et règlements de la République pour avancer. Ce n'est pas décent de parler dans un pays de l'existence d'une force publique et à côté de l'existence des personnes en civil qui sont armées. C'est quoi? C'est l'armée, c'est la force publique, c'est quoi? Si le pasteur Toumi doit avoir une sécurité, et s'ils ont, dans l'accord qu'ils avaient signé, s'il doit l'avoir, mais je pense qu'elle doit être assurée par la force publique, c'est-à-dire par les gens qui ont été formés pour faire cela. Et puis on avance et on passe. C'est pour ça que je vous dis qu'en ce qui me concerne, d'abord pour les événements du 11 janvier, il faut qu'on ait le courage d'en faire le bilan. Il faut qu'on ait le courage de tirer les leçons. Parce que j'ai vu le communiqué qui a été publié par la commission ad hoc ou le comité ad hoc qui est chargé de suivre ces accords.
Mais qu'est-ce que ce comité dit sur le fait qu'après qu'on ait parlé de ramassage des armes, on constate qu'autour du pasteur Toumi, il y a des hommes en armes. J'ai lu et relu cet accord. Il n'y a aucune disposition. On parle plutôt de ramassage des armes. Et on parle de la volonté de tout mettre en œuvre pour le respect de l'autorité de l'État. Et moi, je pense que de ce point de vue, il faut le dire clairement et franchement. Les gouvernants ont une grande responsabilité là-dessus. Et c'est pour ça que dans l'opinion, il circule souvent l'idée selon laquelle il y a un deal entre les gouvernants et le pasteur. Oui, mais Président, sans vous couper, certes, vous le dites, hein, que les gouvernants ont une grande responsabilité. Mais de leur côté, les gouvernants, il y a un accord qui existe. Les gouvernants respectent l'accord. Mais de l'autre côté, vous avez le pasteur Toumi et ses hommes qui, après avoir déclaré déposer des armes, et puis, patatras, on les retrouve encore avec des armes. Est-ce que, de ce point de vue, vous ne voyez pas que la faute ou le non-respect de cet accord vient plutôt de ceux qui ont déclaré déposer les armes, alors même qu'ils en détiennent encore? Ah non, vous suivez les déclarations du pasteur Toumi, et le pasteur Toumi se plaint assez souvent de ce sont les gouvernants qui ne respectent pas les accords. C'est pour ça qu'il y a comme... On le voit se déplacer avec des hommes armés, Président. Quand il se déplace, on voit qu'il est entouré des hommes armés. Mais qui le voit passer avec des hommes armés? Lorsqu'il passe avec les hommes qui sont armés, la force publique est où? Mais on a vu, tout le monde a vu des images du président Toumi arrivant à la préfecture de Kinkala. Tout le monde a vu le président Toumi arriver à Madibou. Tout le monde a vu, mais la force publique est où pendant ce temps? Donc le président Toumi, le pasteur Toumi ne respecte rien pour le coup. C'est ce que vous voulez dire? Non, moi je dis que les gouvernants doivent faire respecter la loi. Oui, ça on a entendu. Ça, on a entendu. Oui, mais je vous ai parlé de l'article 207 qui dit que la création d'une milice est un crime puni par la loi. Respectons-nous la loi, oui ou non? Mais Président, vous savez quand il y a un accord de paix, et vous le savez très bien, je peux comprendre, hein, vous êtes peut-être légaliste, mais quand il y a un accord de paix, ça veut dire que les protagonistes sortent du droit commun, sortent du cadre du droit commun, c'est-à-dire leurs rapports sont régis désormais par cet accord de paix. Le vrai problème est celui-là. Vous voyez, le vrai problème est celui-là. Il y a un accord de paix qui est mis en place, le gouvernement respecte, mais de l'autre côté, M. Toumi continue à entretenir sa milice et à détenir des armes. Je peux comprendre que le gouvernement peut-être est dans une position observatrice, ça on peut l'entendre très clairement, mais est-ce que dans la mise en place de cet accord, est-ce que vous n'y voyez pas là aussi la responsabilité du pasteur Toumi? Non, moi je dis que la responsabilité appartient aux deux parties qui ont signé cet accord. Et je considère que cet accord est maintenant dépassé. Il faut dépasser ce cadre pour aller à un autre niveau. Et l'un des cadres que je propose pour qu'on sorte de ce problème, c'est que ce problème soit posé sur la table du Conseil national du dialogue, qui d'ailleurs depuis 2015 n'est pas formellement mis en place, et que ce Conseil se préoccupe de ce problème pour que nous puissions avancer et aller de l'avant. Président, vous faites partie des cadres de l'opposition qui, jusqu'à aujourd'hui, contestent la légitimité de la Constitution de 2015. Mais puis, paradoxalement, vous semblez toujours vous appuyer, vous trouver des sources dans cette Constitution. Et c'est à dire que vous êtes en train de vous dédire, en quelque sorte, et, in fine, valider cette Constitution actuelle. Non, attention. Nous avons eu un débat sur le changement de Constitution au Congo. Et vous savez que maintenant on sait, avec toutes les informations qu'on a pu avoir, avec les références du livre comme celui de Jean-Louis Debré, ce que je ne pouvais pas dire, qui a fait ressortir clairement qu'en fait le changement de constitution au Congo s'explique par le simple fait qu'il fallait trouver une démarche pour que le président Sassou se maintienne coûte que coûte au pouvoir. Cette constitution a été votée. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais légaliste, mais il faut bien que nous ayons un fondement. C'est vrai.
que nous nous y sommes farouchement opposés. Nous avons connu beaucoup de pertes en vies humaines. On a connu beaucoup de pertes en vies humaines. Mais la réponse qu'on me donnerait en droit, c'est qu'il y a eu un référendum et que le peuple congolais l'a voté. Alors je ferai quoi? Je vais dire, je n'accepte pas cette constitution et je me baserai sur quoi? Non. Au contraire, il faut se baser sur cette constitution. Parce que ceux qui se sont battus pour imposer cette constitution, pour instrumentaliser les populations, en particulier les sages, mais se rendre compte finalement que le problème, ce n'était pas celui du changement de constitution. Et il nous faut être clair avec les Congolais pour dire le problème du Congo, c'est celui de la conservation, coûte que coûte, du pouvoir. Et c'est la preuve que nous en avons. La preuve, je vous ai Donc dit. le Congo a une bonne constitution alors pour le coup. Le Congo a une bonne constitution. Oui. On peut dire qu'elle est bonne ou mauvaise, mais le drame du Congo est le suivant. Les gouvernants congolais ne respectent pas cette constitution. Parce que c'est quand même dur d'avoir défendu une constitution, une loi fondamentale, et de ne pas être capable de veiller à son respect et de tout faire pour la faire respecter. C'est ça le drame du Congo. Et le président Sassou se trouve fortement, malheureusement, dans cette situation. Et c'est pour ça que nous n'avons de cesse de relever que le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Et ça, nous le déplorons. Dans tous les cas, il va y aller à l'élection sans être conforme à la loi. Il sera réélu. Il va certainement commencer un autre mandat sans être conforme à la loi. Ça veut dire que le droit pose réellement des problèmes au gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rappelle que vous présidez le Rassemblement des forces